Certaines histoires plongent dans une noirceur qui dépasse l'entendement. Des récits si sombres qu'on peine à croire à leur réalité. L'affaire Michel Fourniret appartient à cette catégorie. Pendant des décennies, cet homme a terrorisé la France et la Belgique. On l'a surnommé le monstre des Ardennes. Comment un individu en apparence banal a-t-il pu basculer dans une telle barbarie? Nous allons explorer son parcours criminel, sa relation troublante avec Monique Olivier et l'enquête qu'il a finalement arrêtée. Une histoire aussi glaçante que révélatrice sur la nature du mal. L'engrenage judiciaire se met en marche le 3 août 2003. Michel Fourniret est inculpé pour l'enlèvement de Marie-Ascension Sagouan. La jeune fille de 13 ans a réussi à s'échapper de son emprise. Pendant un an, l'homme garde le silence lors des interrogatoires. Mais en juin 2004, Monique Olivier, son épouse, finit par craquer. Elle révèle une partie du parcours criminel du couple. Ses aveux conduisent à l'inculpation de Fourniret pour 6 meurtres. Cette arrestation marque le début de la fin pour ce prédateur. Il aura fallu des années d'enquête, de fausses pistes et de mensonges avant que la vérité n'éclate. Aujourd'hui, retour sur cette descente aux enfers. Comment Michel Fourniret a-t-il pu échapper si longtemps à la justice? Pour comprendre l'ampleur de ces crimes, il faut replacer les faits dans leur contexte. Les années 1980 sont marquées par des transformations sociales profondes. Les droits des femmes progressent, mais les violences dues à leur encontre restent sous-estimées. La criminalité augmente dans les grandes villes. La notion de tueur en série demeure floue pour les autorités et la société. Dans les années 1990, des affaires très médiatisées émergent. Guy Georges, Émile Louis deviennent des noms tristement célèbres. Un climat de peur s'installe. Pourtant, la police et la justice ne sont pas préparées à affronter ce type de criminels. Les techniques d'enquête restent rudimentaires. Les collaborations entre pays sont compliquées. Fourniret exploite ces failles, notamment la frontière entre la France et la Belgique. Les années 2000 apportent un tournant décisif. Les nouvelles technologies comme l'ADN et les bases de données centralisées changent la donne. Les enquêteurs disposent enfin d'outils efficaces. Les crimes sexuels et les violences contre les enfants sont pris plus au sérieux. Fourniret est arrêté au moment où les choses commencent à évoluer. Mais il a profité pendant longtemps des défaillances du système. Il a agi dans un contexte où la société n'était pas prête à affronter un monstre de son envergure. L'histoire commence dans les années 1960. Michel Fourniret naît le 4 avril 1942 à Sedan. En 1966, à seulement 24 ans, il est arrêté pour la première fois. Tentative d'agression sexuelle sur une mineure. Il est condamné à 8 mois de prison avec sursis, une peine légère qui ne le dissuade pas de récidiver. Dès cette première condamnation, Fourniret consulte plusieurs psychiatres. À l'un d'eux, il confie son obsession pour la virginité. Il évoque des attouchements qu'il aurait subis de sa mère vers l'âge de 4 ou 5 ans, des faits qu'il présente comme l'origine de sa perversion. À l'époque, Fourniret est marié et père d'un fils, Jean-Christophe. Après sa condamnation, sa femme Annette le quitte. Il part vivre en région parisienne. En 1969, il se remarie avec une femme nommée Nicole, elle aussi originaire des Ardennes. En 1984, à 42 ans, il est de nouveau arrêté. Le 23 mars, il tente d'agresser la femme d'un gendarme. Elle se défend, lui arrache son arme et parvient à s'échapper. Moins de 2 heures plus tard, Fourniret est interpellé. Il sait désormais qu'il ne laissera plus jamais une victime s'enfuir. Lors de son interrogatoire, il avoue 15 agressions. Il dresse même un tableau détaillant ses victimes. Nom, âge, méthode, utilisés pour les piéger. Il assume sa perversité avec un cynisme glaçant. Fourniret recherche des jeunes filles vierges. Parmi ses victimes, il évoque Daïna Le Guénan. Elle avait 14 ans lorsqu'il l'a piégée en 1982. Il simule une prise d'otage, prétend être recherché par la police. Il lui raconte son histoire, ses frustrations, sa fascination pour la virginité. Il l'attache dans un champ et abuse d'elle. Daïna rentre chez elle sous le choc. Elle raconte tout à sa mère. Mais au commissariat, les gendarmes refusent d'enregistrer sa plainte. Les faits ne se sont pas produits dans le bon département. À l'hôpital, on minimise ce qui lui est arrivé. Sa plainte n'est prise en compte qu'au bout de 5 heures. Lors du procès en 1987, Fourniret joue le repentant. Il semble même émouvoir certains jurés. Daïna, alors âgée de 19 ans, doit lui faire face pour témoigner. Le crime est requalifié en attentat à la pudeur.
Il est condamné à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis. Daïna sort du procès profondément amère. Elle tentera de mettre fin à ses jours à 3 reprises. En octobre 1987, Fourniret est libéré pour bonne conduite. Il n'a purgé que 3 ans et demi de prison. Son passage derrière les barreaux sera déterminant pour la suite. C'est là qu'il rencontre Jean-Pierre Hellégouarch, un personnage atypique né à Pontivy en 1943. Jean-Pierre, ancien chaudronnier, devient un voyou d'extrême gauche. En 1967, il commet 2 braquages en Espagne, considérés comme des actes politiques sous le régime de Franco. Condamné à mort, sa peine est réduite à 40 ans de prison. En 1979, il s'évade du pénitencier de Burgos avec l'aide de militants basques. Il se réfugie dans le Val-de-Marne. Là, il rencontre Farida Amiche, une jeune femme d'origine algérienne. Il tombe amoureux. En 1983, il est arrêté pour plusieurs délits. En 1984, il est incarcéré à Fleury-Mérogis. Il partage sa cellule avec Michel Fourniret. Pendant ces années, Fourniret publie une petite annonce dans le journal catholique Le Pèlerin. Il écrit qu'il aimerait correspondre avec des personnes pour oublier la solitude. C'est Monique Olivier qui répond. Elle travaille comme auxiliaire de vie chez une abonnée du journal. Au début, leur relation se limite à des lettres. Plus de 700 pages échangées en 8 mois. Leur première rencontre se fait pendant un week-end de permission pour Fourniret. Elle a lieu dans l'appartement d'un codétenu à Abry-sur-Marne. Fourniret décrit cette rencontre comme celle de 2 épaves construisant un radeau de fortune. Il parle de Monique comme d'une petite fille naïve, une idiote chronique. Aujourd'hui, on la présente comme quelqu'un de manipulé par son mari, mais elle savait que Fourniret avait commis plusieurs viols sur des mineurs. Malgré cela, elle s'investit dans leur relation. Elle va même jusqu'à lui demander de la venger. Elle veut qu'il tue 3 hommes qui ont marqué son passé. Le militaire qui l'a défloré, son ex-mari et un SDF. Vers l'âge de 20 ans, Monique rencontre un militaire sur le quai d'une gare. Il la déflore dans une chambre d'hôtel. Plus tard, à 22 ans, elle fait la connaissance d'André Michaud, un homme de 16 ans son aîné qui tient une auto-école. Elle devient sa secrétaire, puis sa maîtresse. Ils finissent par se marier. Les premières années se passent bien, ils s'installent en banlieue de Nantes. André revend l'auto-école pour des raisons de santé et devient artiste peintre. Monique donne naissance à 2 enfants, Murphy en 1980 et William en 1981. Mais la situation se dégrade rapidement. André devient paranoïaque. Il est persuadé que Monique le trompe. Il pense que les enfants ne sont pas de lui. Un soir, il la frappe violemment. Une voisine assistante sociale prend Monique et ses enfants sous son aile. Elle les place dans un foyer pendant 3 mois. Monique retourne ensuite chez son mari, mais la violence continue. Finalement, pour avoir la paix, elle accepte de lui céder l'autorité parentale. Elle témoigne que les choses empirent. André l'oblige à faire des actes humiliants, des fellations en public, notamment à un SDF. Après cet épisode, c'est la rupture définitive. Elle quitte son mari et verra rarement ses enfants par la suite. Après tout ce qu'elle a vécu, Monique propose un pacte à Fourniret. En échange de sa vengeance, elle promet de l'aider à trouver des jeunes filles vierges. Il les surnomme des membranes sur pattes. Les 2 complices scellent leur contrat diabolique. Le 22 octobre 1987, le prédateur est libéré. Il s'installe avec Monique à Saint-Cyr-les-Colons, dans l'Yonne. En prison, il lui avait écrit qu'il la préviendrait avant toute action. Il faudra attendre seulement 2 mois avant qu'un tel événement se produise. Michel Fourniret devient meurtrier. Le 11 décembre 1987, Isabelle Laville disparaît. Une jeune fille de 17 ans habitant à Auxerre, dans l'Yonne. Ce jour-là, vers 16h30, elle rentrait chez elle après l'école. Elle a été vue pour la dernière fois par 2 camarades près du collège. Aucune trace de ses vêtements n'a été retrouvée. Isabelle était une fille réservée, pas du genre à suivre facilement des inconnus. Après seulement 5 semaines de recherche, l'affaire est classée. Les autorités estiment qu'Isabelle a fugué pour rejoindre sa sœur à Mulhouse. Ses parents refusent catégoriquement cette hypothèse. La famille passe Noël dans le chagrin, rongée par l'incertitude et l'angoisse. L'affaire ne sera rouverte qu'en 2001 pour enlèvement et séquestration. Son corps sera découvert en juillet 2006 au fond d'un puits à Buis-sur-Othe, 19 ans après sa disparition.
Selon les aveux de Monique, c'est elle qui conduisait ce jour-là. Fourniret jouait le rôle du faux autostoppeur avec un jerrycan à la main. Isabelle avait été choisie pour sa ressemblance avec Monique plus jeune. C'était une façon pour Fourniret de revivre la défloration de sa femme. Ce premier meurtre, classé sans suite à l'époque, renforce leur sentiment d'impunité. Ils recommenceront. En 1988, Michel Fourniret et Monique Olivier intensifient leur crime. Le destin de Jean-Pierre Hellé-Gouarch bascule à ce moment. En 1988, le couple se lance dans une nouvelle affaire. Hellé-Gouarch avait appris l'existence d'un trésor caché par le gang des Postiches, un butin enterré dans un cimetière en région parisienne. Il envoie sa femme Farida Amiche récupérer l'or, mais elle hésite. Hellé-Gouarch fait appel à Fourniret qui accepte moyennant une rémunération, environ 120 000 € de l'époque. En avril 1988, Michel, Monique et Farida se rendent au cimetière. Ils découvrent 40 kg d'or en lingots et en louis d'or. Le trésor est caché dans l'appartement de Farida à Vitry-sur-Seine. Mais Fourniret n'a pas l'intention de se contenter d'une part. Le 12 avril 1988, il tend un piège à Farida Amiche. Il la tue avec une baïonnette. Il enterre son corps dans les Yvelines. Comme toujours, Monique est complice. Elle simule des appels au nom de Farida pour demander des parloirs à la prison. Elle fait croire qu'elle est toujours en vie. Rapidement, Hellé-Gouarch s'inquiète de ne plus voir sa compagne. Elle ne ratait jamais une seule visite. Monique vient même lui annoncer d'un air inquiet qu'ils n'ont plus de nouvelles d'elle. Le corps de Farida ne sera jamais retrouvé. Libéré financièrement grâce au trésor volé, le couple achète un château. Le château du Sautou dans les Ardennes. 1 200 000 francs payés en espèces. Cet achat marque le début d'une nouvelle phase de leur vie criminelle. Après sa sortie de prison, Jean-Pierre Hellé-Gouarch cherche immédiatement des réponses. Il veut savoir ce qui est arrivé à Farida. Il veut aussi savoir où est passé le magot du gang des Postiches. Mais Fourniret, craignant une réaction violente, a pris les devants. Il s'est installé discrètement dans un studio près de Sedan. Lors de leur rencontre, il prétend ne rien savoir, ni de la disparition de Farida, ni de celle de l'or. Son attitude trompe Hellé-Gouarch. Il repart sans soupçonner l'implication de Fourniret. Une affaire de faux papiers remet Fourniret et Hellé-Gouarch dans le collimateur de la police. Lors d'une perquisition au château du Sautou, les forces de l'ordre découvrent l'existence du manoir. Cela surprend totalement Hellé-Gouarch. Il retourne dans les Ardennes pour chercher des réponses. Mais Fourniret, sentant la pression monter, revend rapidement le château. Il échappe de justesse à une confrontation. Hellé-Gouarch le traque et veut le tuer. Après ces 2 meurtres, Michel Fourniret ne s'arrête pas. Ce ne sont que les premiers d'une longue série. En été 1988, le couple continue de frapper. Une jeune femme nommée Angélique est accostée par un homme. Ils traînent depuis un moment près d'un foyer pour jeunes filles en situation de handicap mental. Près d'Auxerre, il lui demande sa route, il lui touche l'épaule. Son regard est méchant. Plusieurs filles sont abordées par lui. Malgré les avertissements, le personnel du foyer ne prend pas la menace au sérieux. Le 8 juillet 1988, Marie-Angèle Domès disparaît mystérieusement. Une jeune fille de 19 ans du même foyer. Elle ne reviendra jamais. Son corps n'a jamais été retrouvé. Fourniret n'avouera son meurtre que bien plus tard. Il propose même une énigme à la juge d'instruction. 2 yaourts et 2 morceaux de papier. Avec ces informations, l'énigme est résolue. Elle parvient à le ramener sur les lieux. Des moyens énormes sont engagés. Fouille complète, mais le corps n'est pas là. Fourniret se joue des enquêteurs. 1 mois après, c'est Fabienne Leroy qui croise leur route. Il la piège sur un parking à Mourmelon dans la Marne. Il fait croire que Monique est malade. Ils ont besoin d'aide pour trouver un médecin. Fabienne, sans se méfier, accepte de les suivre. Elle ne reviendra jamais. Fourniret abuse d'elle, puis la tue en pleine forêt. Son corps sera retrouvé quelques semaines plus tard, abandonné sans même chercher à le dissimuler. C'est la première fois que Fourniret laisse un cadavre à découvert. Malgré cela, il faudra 16 ans avant que la justice ne parvienne à relier Fourniret à ce meurtre. Lors de son procès en 2008, il admettra les faits. Monique Olivier révélera un autre aspect de leur complicité. Elle racontera que Fourniret lui avait demandé de vérifier la virginité de Fabienne, mais qu'elle n'avait pas pu. Pendant tout ce temps, Monique Olivier est enceinte. Leur fils, Sélim,
naît le 9 septembre 1988, peu après cette série de crimes. Mais cela ne sera pas un frein dans leur parcours macabre. En mars 1989, le couple s'en prend à Jeanne-Marie Desrameaux, une jeune étudiante de 22 ans à Charleville-Mézières. Leur rencontre remonte à un trajet en train. Fourniret la prend pour l'incarnation de la Vierge Marie, en raison de sa douceur et de son apparence juvénile. Séduite par le faux couple charmant qu'il forme avec Monique, Jeanne-Marie accepte de venir au château pour du babysitting. Ce jour-là, au lieu d'un domaine accueillant, elle tombe dans un piège. Arrivée sur place, Fourniret la questionne sur sa virginité, une obsession qui guide ses actes. Jeanne-Marie, sentant le danger, invente qu'elle a déjà un petit ami. Mais cela ne fait qu'aggraver la situation. La colère de Fourniret éclate. Il l'insulte, il la viole. Lorsqu'elle hurle et se débat, il décide de la faire taire définitivement. Avec l'aide de Monique qui lui apporte du ruban adhésif, il bâillonne la jeune fille, puis il l'étouffe. Son corps sera enterré près du château, avec un sac plastique sur sa tête. Des traces de ruban adhésif formant une croix. Ce n'est qu'en 2004 que les restes de Jeanne-Marie seront découverts. Fourniret racontera ces faits avec une froideur glaçante, décrivant les détails de ce meurtre comme s'il s'agissait d'une simple histoire. Pour la famille de Jeanne-Marie, la douleur est immense. Sa mère s'est éteinte il y a plusieurs années. Son père, Henri Desrameaux, un vieil homme brisé par le chagrin, pleure sa fille dans la salle d'audience, tenant dans sa main une rose blanche en souvenir de son enfant disparu. Le 28 juillet 1989, Michel Fourniret et Monique Olivier se marient, mais c'est loin d'être un mariage traditionnel. Pas d'invités, pas de fête, rien du tout. Seuls leurs voisins Gérard et sa femme Jocelyne Cadet sont présents en tant que témoins. Ils sont tellement surpris par l'absence de convives qu'ils croient d'abord à une blague. Gérard se souvient aussi d'un moment quelques semaines auparavant. Il avait invité le couple Fourniret à la communion de son fils cadet Jérémy. Ce jour-là, il avait remarqué à quel point le couple était bizarre. C'était comme s'ils étaient frères et sœurs. Pas de sourire, aucune complicité, à peine un mot échangé entre eux. Fourniret décide de jouer la comédie et de s'intégrer à la fête. Il danse avec sa voisine pendant que Monique fait de même de son côté. À la fin de la soirée, Fourniret écrit un petit poème sur le menu, laissant ces quelques lignes troublantes. Vous êtes ma rosée du matin et la douceur du satin. Vous êtes la douceur du soir. Dans l'eau claire de vos yeux, je voudrais boire. Ah, si je pouvais tout vous dire. Quelques mois plus tard, en décembre 1989, ils enlèvent Élisabeth Brichet, une jeune fille de 12 ans à Bertrix en Belgique. Le couple l'aborde avec un prétexte. Leur fils Selim serait malade. Ils ont besoin d'aide pour trouver un médecin. Élisabeth, innocente, accepte de les aider et monte dans leur voiture. Fourniret dira plus tard que ce qui l'a frappé chez Élisabeth, c'était son maintien. Il compare la petite à une danseuse classique. Élisabeth est retenue captive pendant 36 heures. Après avoir subi des attouchements et un véritable calvaire, Fourniret tente d'abord de l'étouffer avec un sac plastique. Il finit par l'étrangler. Son corps est enterré dans la propriété du château du Sautou, à 3 mètres de profondeur. Monique Olivier racontera plus tard qu'elle avait aidé à préparer Élisabeth pour son mari. Après avoir constaté que la jeune fille avait eu ses règles pour la première fois, elle est descendue à la cuisine. Elle a dit à son mari que tout était prêt. C'est atroce. Après le viol, Élisabeth supplie toute la nuit Monique Olivier de la libérer. Elle dort dans la pièce d'à côté. Sans succès, le corps de la petite sera finalement retrouvé en 2004 après les aveux de Monique, mettant fin à des années de mystère et d'enquête. Ce crime avait même un moment été attribué à Marc Dutroux, un autre tueur en série belge tristement célèbre. Lors du procès de Monique Olivier et Michel Fourniret, les parents d'Élisabeth sont présents. La maman s'exprime. « Ma fille avait 12 ans et elle vous a supplié. Vous l'avez lavée et vous lui avez offerte. C'est vous le monstre humain. » Elle s'est ensuite tournée vers Michel Fourniret. « Montrez-moi vos mains qui ont étranglé ma petite fille. » L'accusé n'a pas bougé. L'affaire fait la une des quotidiens britanniques. Johanna Parish, une Anglaise de 20 ans, a été retrouvée morte dans l'Yonne.
Elle enseignait l'anglais au lycée Jacques Amyot d'Auxerre. Elle a été retrouvée sans vie le 17 mai 1990 dans la rivière de Moneto. Elle avait été violée, battue et étranglée. L'histoire débute lorsqu'un pêcheur aperçoit le corps flottant vers 9h15 du matin. Les parents de Johanna Parish n'ont jamais cessé de chercher des réponses, distribuant des appels à témoins dans l'espoir de faire avancer l'enquête. Il faudra attendre l'arrestation de Fourniret et de Monique Olivier en 2003 pour que l'affaire prenne enfin un tour nouveau. Le rapprochement entre la disparition de Marie-Angèle Domès est effectué assez rapidement. En 2005, Monique Olivier livre des aveux. Dès mars 2008, Michel Fourniret est mis en examen pour cet assassinat. Mais un non-lieu est prononcé en 2011. L'affaire Parish et celle de Marie-Angèle Domès ne sont pas intégrées aux 7 autres meurtres, pour lesquels le couple est jugé en 2008. La cour d'appel finit par annuler le non-lieu. L'enquête redémarre en 2018 avec les aveux de Fourniret. Il y a une période étrange dans la vie du duo criminel, souvent appelée la période blanche. Elle va de 1990 à 2000. Pendant ces 10 années, aucun meurtre ne leur est officiellement attribué. Pourtant, on sait que le couple n'a pas arrêté ses activités criminelles pour autant. Fourniret a été arrêté plusieurs fois en France et en Belgique pour diverses agressions. Mais ces faits ont été classés comme des délits mineurs ou des tentatives d'enlèvement ayant échoué. Ce qui intrigue vraiment, c'est l'idée qu'il aurait pu commettre d'autres crimes pendant cette période, sans qu'il n'ait jamais été découvert ou lié à lui. Les enquêteurs et la justice ont longtemps tenté de percer ce mystère. Des appels à témoins ont été lancés pour voir si d'autres disparitions non résolues pouvaient être reliées à Fourniret. Même s'il n'y a pas de preuves claires pour cette période, la personnalité de Fourniret et son mode opératoire laissent penser qu'il est difficile de croire qu'il soit resté inactif pendant 10 ans. Les autorités continuent d'enquêter sur plusieurs cas et d'analyser les ADN dans l'espoir de faire la lumière sur cette partie de son parcours. Pour Michel Fourniret, chaque victime représente un trophée. En mai 2000, alors qu'il vole des pièces de voiture, il repère Céline Saison, une jeune fille de 18 ans revenant de son lycée. Il l'aborde et réussit à la convaincre de monter dans sa voiture, sans même l'aide de Monique. Ce qui va suivre est tragique. Voilà comment Michel manipule ses victimes. Il lui aurait dit quelque chose comme « Je ne vais pas vous violer, sinon je serais obligé de vous tuer. Je préférerais que vous me demandiez poliment de faire l'amour avec vous. Sinon je vous mets de l'acide dans les yeux. » La jeune femme s'exécute bien malgré elle. Après l'acte, il ne lui laisse aucune chance. Il abandonne son corps dans la forêt de Signy-l'Abbaye en Belgique. La dépouille de la jeune fille sera retrouvée en juillet 2000. 2 mois après son meurtre survenu, le 16 mai, Manania Tumpong, une jeune fille de 13 ans et demi, avec ses cheveux noirs et ses grands yeux, qui lui valait le surnom d'Aïe. Elle croise la route de Michel Fourniret en mai 2001. Il l'avait repérée plusieurs semaines avant de passer à l'action. Un soir, il en parle à Monique en lui disant « J'ai rencontré une petite Asiatique, je vais la prendre ». Le 5 mai, Fourniret aborde Manania en jouant la carte de l'homme sympathique et rassurant. Il insiste pour la faire monter dans sa voiture, en lui disant qu'il n'était pas un vilain monsieur. Finalement, elle cède et monte dans le véhicule. Ils prennent la direction de la frontière belge. Ils se dirigent vers un chemin isolé dans un bois de Noléval. Là-bas, tout bascule. Il réitère l'intimidation qu'il avait exercée sur sa précédente victime. Manania laisse penser qu'elle accepte, puis hurle et se débat. 10 mois plus tard, en mars 2002, un promeneur découvrira un crâne sur les lieux du crime, menant à la découverte des restes de Manania, dans la forêt de Noléval en Belgique, à environ 25 km de Signy-l'Abbaye. Les proches de Manania, dévastés par sa disparition, ont dû attendre des jours avant que les recherches ne commencent vraiment. Avec une douleur palpable, ils ont exprimé leur besoin de justice, mettant de côté leur désir de vengeance. Avec le temps, lors du procès, Brice Longini, le conjoint de la maman de Manania, s'est adressé directement à Fourniret, qui ne souhaitait pas s'exprimer lors du procès. « Merci de vous être tu. Surtout ne vous levez pas. Votre vraie auteure, elle est là. Merci de ne pas avoir ajouté à la cruauté de vos actes la cruauté de vos paroles. » Ces mots lourds de sang ont marqué l'audience, laissant tout le monde submergé par l'émotion.
Je suis en revanche certain que vous m'entendez et que vous vous en sentez flatté. Vous avez commis un acte monstrueux et vous ne faites pas partie du genre humain. Je ne suis pas un justicier. Je suis simplement un père qui veut retrouver sa fille. L'affaire Estelle Mouzin est l'une des histoires les plus sombres qui a marqué la France. Tout commence le 9 janvier 2003 dans le village de Guermantes, en Seine-et-Marne. Il fait froid, -5 degrés. Estelle, une petite fille de 9 ans, rentre de l'école comme tous les jours. Elle dit au revoir à son amie, passe devant la boulangerie, entame les derniers 500 mètres jusqu'à chez elle, où elle vit avec sa mère et sa sœur. Ce soir-là, Estelle ne rentrera jamais chez elle. Sa disparition est signalée à la police vers 20 h. Un chien spécialisé est appelé pour participer aux recherches. Il s'arrête à une dizaine de mètres de la maison, derrière le jardin familial, mais aucune trace d'Estelle. 3 semaines plus tôt, le père d'une amie d'Estelle avait signalé que sa fille avait été approchée par un homme dans une fourgonnette blanche. À Guermantes, un témoignage avait été recueilli. La description de l'homme correspondait à un certain profil. Un portrait robot avait été diffusé. Un peu plus tard, Michel Fourniret est arrêté en Belgique pour avoir tenté d'enlever une autre jeune fille de 13 ans. Les enquêteurs belges font le lien avec l'affaire d'Estelle, mais il y a un problème. Le jour de la disparition d'Estelle, un coup de fil passé depuis la maison de Michel Fourniret en Belgique semblait lui fournir un alibi. Il dira par la suite qu'il avait joint son fils pour lui souhaiter son anniversaire, n'étant plus en contact depuis plusieurs années. La justice s'interroge. Depuis sa prison, Michel Fourniret fait parler de lui en 2007. Il écrit à la juge d'instruction pour demander que les affaires d'Estelle Mouzin, Marie-Angèle Domès et Johanna Parish soient jointes aux 7 crimes pour lesquels il doit être jugé. 1 an plus tard, le parquet général de la cour d'appel de Reims rejette la demande. Il craint une tentative de l'accusé à repousser son procès, car les procédures prendraient trop de temps. La piste de la fugue reste d'actualité. Les avocats d'Éric Mouzin se résignent à une issue plus funeste. Leur conviction est renforcée par les révélations d'une codétenue de Monique Olivier en 2015, Milika Petrovic. Lorsqu'elle essaie de la manipuler, Monique lui dit que c'était son type d'enfance. Elle aurait pu lui plaire. Milika affirme que Monique lui a confié que c'est elle qui a appelé le fils de Michel Fourniret le soir du 9 janvier 2003, à la demande de son mari. « Ça va me servir d'alibi, je pars à la chasse. » Michel lui a dit « Je pars chasser les petites vierges. Si je ne suis pas là à telle heure, tu fais le numéro de téléphone de mon fils. Tu fais sonner 2 fois. Tu raccroches et tu ne réponds plus. » En novembre 2019, dans son cabinet, l'ex-épouse de l'ogre des Ardennes reconnaît avoir passé l'appel téléphonique à la demande de ce dernier, l'appel qui lui servait de seul alibi. L'enquête avance. L'orgueilleux Michel Fourniret dit être impressionné par leur travail. « J'ai le sentiment que vous êtes sur le vrai. Vous avez bien bossé. » Au cours de plusieurs interrogatoires, il consent à s'attribuer l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin. Comment lui a-t-il ôté la vie? Michel Fourniret cite une chanson de Félix Leclerc. « Pour avoir une plume à son chapeau, Petit Jean a tué un oiseau. Demain, si Petit Jean veut manger, il lui faudra recommencer. » C'est en interrogeant Monique Olivier, mise en examen pour enlèvement et séquestration, que le puzzle commence à se former. Elle finit par avouer qu'Estelle a passé plusieurs heures dans leur maison, avant que Fourniret ne revienne pour la violer et la tuer. Elle raconte « Je lui ai parlé un peu. Elle voulait voir sa maman. Elle était calme. Je pense qu'il lui avait donné un calmant. » Monique Olivier a indiqué où ils auraient enterré le corps, dans un bois près du village d'Issancourt-et-Rumel. Malgré des fouilles massives, jusqu'à présent, aucune trace n'a été retrouvée. La justice est sous pression, car le temps presse. Michel Fourniret perd un peu la mémoire. En août 2020, une avancée importante est faite, avec la découverte de l'ADN d'Estelle Mouzin sur le matelas retrouvé dans la maison de la sœur de Fourniret. Estelle Mouzin sera sa dernière victime connue, marquant la fin de son parcours meurtrier. Son arrestation en 2003 a donc permis de révéler la vérité sur les différentes disparitions. En 2006, Fourniret est extradé de Belgique vers la France pour être jugé. Le procès s'ouvre en mars 2008 à Charleville-Mézières. Lui et Monique Olivier sont jugés pour plusieurs assassinats. Fourniret ne fait pas de déclaration durant le procès. Il utilise même une pancarte disant « Silence, bouche cousue ».
Il sera finalement condamné à perpétuité sans possibilité de libération. Le procureur a donc demandé la perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible contre le tueur en série présumé. Perpétuité également à l'encontre de son épouse, avec une peine de sûreté de 30 ans. Le parcours criminel de Fourniret est marqué par la complicité de Monique Olivier. Elle attirait et préparait les victimes pour lui. Le couple finira par divorcer en 2010. La disparition de plusieurs femmes reste inexpliquée. La justice tente encore de faire la lumière sur la période blanche de 10 ans, entre 1990 et 2000, où aucun crime n'a été officiellement imputé à Fourniret. Une liste des victimes potentielles de Michel Fourniret est dressée au fil des interrogatoires. Les enquêteurs apprennent par exemple qu'un jour de 1997, Monique a reçu un appel de Michel, qui lui demandait de quitter la maison avec Selim, parce qu'il ramenait une jeune fille. Elle passera la nuit avec son fils dans une voiture, pour permettre à son mari de répondre à ses pulsions, sans que le petit soit témoin d'une telle situation, puisqu'il est maintenant conscient de ce qui l'entoure. Personne n'a demandé d'indications supplémentaires à Monique. En 2018, les analyses ADN lancées un peu plus tôt permettent de faire des rapprochements entre des traces ADN retrouvées dans la camionnette de Michel Fourniret et celle de Lydie Loger, une mère de famille disparue en 1993 à l'âge de 29 ans. Grâce à ces nouvelles preuves, l'enquête sur sa disparition reprend. En 2019, Michel Fourniret est placé en garde à vue. Il est confronté à des photos de Lydie Loger. Son visage me dit quelque chose. Je ne crois pas que cela puisse être quelqu'un d'autre que moi qui a mis fin à son parcours de vie. Lydie Loger pourrait être ainsi reconnue comme sa 12e victime. Monique Olivier devait être entendue en mars 2020 au sujet de cette affaire. Mais pour l'instant, aucune mise à jour n'a été publiée. Le 10 mai 2021, Michel Fourniret décède à l'âge de 79 ans, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, après avoir souffert de troubles respiratoires. Il emporte avec lui de nombreux secrets, laissant des familles toujours en quête de réponses. Ce qui est désolant, c'est de se rendre compte que la justice n'a pas pris le temps de finir les enquêtes et de le juger pour tous les faits dont on pouvait le convaincre avant son décès. Sa mort met fin à certaines poursuites, mais Monique Olivier reste un élément clé dans la quête de vérité. La justice et les familles des victimes continuent de chercher des réponses, notamment dans les affaires non élucidées. Fin 2023, après des années de combats judiciaires pour les familles d'Omès, Parish et Mouzin, Monique Olivier a enfin été jugée pour 3 complicités de meurtre dans cette affaire tragique. Le procès s'est déroulé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Du 28 novembre au 19 décembre 2023, Monique Olivier a été condamnée à la réclusion à perpétuité, avec une période de sûreté de 20 ans. Ce n'était pas la première fois que Monique Olivier faisait face à la justice pour ses crimes. Elle avait déjà été jugée à 2 reprises, notamment en 2008 lors du premier grand procès du couple, devant la cour d'assises des Ardennes. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup des affaires traitées en 2023 étaient déjà prêtes à être jugées en 2008. Le choix de séparer les procès a prolongé de 15 années la souffrance des familles, qui ont dû continuer à se battre pour obtenir justice. Pour conclure, l'affaire Michel Fourniret est l'un des cas les plus effrayants et dérangeants qu'on ait pu connaître en France. Derrière son apparence banale, cet homme a réussi à échapper à la justice pendant des années, commettant des crimes atroces. Si la justice a fini par le rattraper, pour les familles des victimes, la douleur reste immense et irréparable. Ce qui choque encore, c'est la manière dont les signaux d'alerte n'ont pas été pris en compte plus tôt. Avec Monique Olivier, ils ont formé un duo redoutable. Leurs actes continuent de hanter les esprits. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Vos réactions et vos discussions enrichissent notre communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis au revoir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.